Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vais donc vous parler des plans d'action et de la modélisation financière, comment calculer le prévisionnel de votre activité, de votre projet entrepreneurial, et surtout avec une vision très opérationnelle en partant donc des fameux plans d'action, de façon à pouvoir construire étape par étape vos tableaux financiers, qui est une tâche finalement pas très simple, mais ô combien importante, qui vous sera systématiquement demandée. Donc, grâce à cette méthodologie, vous allez pouvoir finalement créer vos tableaux de façon très simple en vous basant vraiment sur ce que vous devez faire et les tableaux vont se construire petit à petit. On commence donc avec les plans d'action. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est les plans d'action? Vous allez en avoir quatre grands types que j'ai découpés de façon à pouvoir regrouper les étapes, les tâches que vous allez devoir faire. Tout d'abord, toutes les tâches liées à la conception et à la R&D de votre projet. Donc typiquement, quand vous êtes en phase de test, quand vous devez faire de l'innovation, que vous devez faire du coup vraiment de la recherche et développement, toutes ces étapes-là, toutes ces tâches requièrent du coup du temps, forcément des ressources, et notamment des ressources financières. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir les matérialiser, de les chiffrer. Le deuxième, c'est le plan d'action production. Donc là, ça y est, on est en plein lancement de notre activité. Concrètement, comment est-ce que on fabrique notre offre, notre produit? Alors dans le cas de produits physiques, ça semble assez évident. Dans le cadre de services, forcément un peu moins évident, il y aura donc moins de tâches, de la même façon que si vous êtes sur des produits numériques, il y a beaucoup moins de choses. Troisième plan d'action très important, c'est celui du marketing vente. Donc comment vous allez communiquer, promouvoir votre activité, comment vous allez vendre, acquérir des clients, etc. Et enfin, dernier plan d'action qui relève plutôt de la gestion de votre projet, de votre entreprise, tout ce qui va être nécessaire de devoir mettre en place en termes de fonctions support pour gérer l'activité, être dans les normes législatives, réglementaires, etc. Donc sur chaque plan d'action, il va falloir lister quelles actions concrètes, quelles tâches je fais, je mets en place, avec quel calendrier, est-ce que j'ai une deadline, notamment pour pouvoir passer peut-être à d'autres actions, ou parce qu'il y a des événements, des opportunités qui se profilent, quel délai ça va me prendre, quelles ressources à la fois matérielles, notamment outils, équipements, logiciels, etc., immatériels, notamment humains et financiers, donc le coût que ça va représenter, et quel objectif des indicateurs de gestion. Je vous ai mis un petit schéma ici pour montrer la temporalité des plans d'action, pour vous montrer qu'on peut très bien démarrer par exemple le marketing avant même la production, donc en gros se faire connaître avant le réel lancement. Pareil sur l'administration, que la conception peut déborder un peu sur la production, notamment quand on a d'autres produits qu'on veut relancer, etc. Donc tout d'abord, conception et R&D, comme je vous le disais, c'est tout ce qui va être lié à la création de l'offre. On va donc identifier les partenaires, les acteurs associés, fournisseurs, sous-traitants, laboratoires, prestataires, etc. Fixer donc des indicateurs de réussite pour piloter le projet, donc en termes de deadline, en termes de coûts, en termes d'efficacité, en termes de critères, de labels, etc. On va mettre des modalités qui vont donc être associées à chaque tâche, des moyens matériels encore une fois, humains, et commencer à qualifier s'il s'agit d'investissement, de charges internes ou externes, ou de besoins d'exploitation, et je reviendrai dessus. Et enfin, donc, comme je vous l'ai dit, délai de réalisation et calendrier, donc pour pouvoir piloter encore une fois la réalisation de votre plan d'action. Ça nous permettra donc d'avoir une prévision de nos charges, qui soient par action et nature, et voir si elles sont fixes et variables. Sur le plan d'action production, même combat, donc tout ce qui est associé à la production, fournisseurs, sous-traitants, laboratoires, transporteurs, prestataires, etc. On met encore des objectifs, on a encore des moyens matériels humains, investissements, etc. On a encore les délais de réalisation pour pouvoir prévisionner nos charges. Marketing et communication commerciale, même combat. Donc là, on va être plutôt orienté sur toutes les phases d'études de marché, de communication de l'offre, de la vente, de la distribution, de l'acquisition client, de la fidélité, etc. On va avoir plutôt des partenaires commerciaux, des distributeurs, des ressources humaines en interne, des outils, des actions de communication, etc.
on va avoir toujours nos objectifs et indicateurs pour le pilotage du projet, les moyens nécessaires pour réaliser ces tâches, les délais et les deadlines à respecter, et encore une fois, une prévision des charges. Et enfin, administration-gestion, donc tout ce qui va être lié à la création et à l'administration de l'entreprise. Donc on pense notamment aux comptables, à la banque, aux avocats, l'assurance, les logiciels de gestion, les salariés, qui sont plutôt liés à justement la gestion de l'entreprise, etc. De nouveau, nos objectifs et indicateurs de réussite, les modalités et les moyens nécessaires, les deadlines à respecter et de nouveau la prévision des charges. Comment présenter ces plans d'action? Je vous présente ici une version simplifiée du plan d'action qui sera, je dirais, le minimum à faire pour vous pour permettre de passer au fameux tableau financier. Je vous présente juste après une version un peu plus complète qui sert vraiment en guise de pilotage de projet. Donc sur chacun des plans d'action, vous allez faire des tableaux, un tableau par plan d'action. Donc ici, je vous ai pris par exemple marketing vente, vous mettez année 1, année 2, année 3, et une ligne par action, par tâche, par ressource. Je vous ai mis volontairement différents cas de figure pour vous montrer la variété de ce que l'on peut avoir. Donc par exemple, une dépense récurrente, c'est-à-dire que tous les ans ou pourquoi pas tous les mois, on paye le même montant et donc on le reporte d'année en année. On peut avoir une dépense one shot, une seule fois, par exemple la création de l'entreprise, vous ne la payez qu'une seule fois. Ça va être donc un montant qui va apparaître sur une seule case, ou si vous avez un investissement, par exemple des ordinateurs, des machines, des véhicules. Par contre, on pourrait très bien imaginer que j'ai justement dans le cadre d'investissement un montant en année 1, je ne réinvestis pas en année 2, mais je réinvestis en année 3. On peut avoir des dépenses évolutives, notamment liées tout simplement à votre volume d'activité. Donc ici, j'ai 20 euros par mois, puis 50 euros, puis 100 euros. Je pense notamment à certains logiciels, à certains frais type comptable, type banque, qui vont avoir une tarification en fonction de votre volume d'affaires. On peut mettre des dépenses en pourcentage, par exemple un marketing lié à un pourcentage du CA, des frais de transport, des commissions, par exemple sur des apporteurs d'affaires ou une équipe commerciale. Et puis, on peut avoir des dépenses qui ne démarrent pas forcément au 1er janvier de l'année 1 ou de l'année 2, mais qui démarrent en cours d'année. Par exemple, typiquement des recrutements. Donc ici, on a une dépense qui démarre à partir du mois de mai, donc on a spécifié. Donc on est à 1 800 euros par mois, donc à partir de mai, ce qui donne 9 000 euros par an sur la première année. Puis la deuxième année, on continue sur les 12 mois, et cette fois-ci, donc ça nous donne 21 600. Et on continue, ainsi de suite, action 6, action 7, pour chaque plan d'action. Je vous précise ici qu'il est bien de mettre la même échelle des dépenses, donc plutôt en année pour faciliter le travail de modélisation financière qu'on va voir juste après, puisqu'on va reporter ces chiffres dans nos tableaux. Mais c'est bien d'avoir en tête les paramètres de base, notamment je pense ici quand vous avez des dépenses mensuelles ou par exemple des salaires, de façon à pouvoir les corriger si besoin, pour voir justement si vous pouvez permettre de payer plus, par exemple, ou à contrario, il faut réduire les salaires, réduire les coûts d'acquisition marketing, parce que votre rentabilité n'est pas présente. Et donc ici, une version beaucoup plus complète et détaillée, année par année, action par action avec la temporalité, justement pour pouvoir piloter votre projet. C'est vraiment finalement un planning de vos actions, de tout ce que vous devez faire. C'est comme si vous organisiez un événement et que vous deviez faire toutes les tâches avant, pendant et après, de façon à pouvoir du coup tout simplement lancer et piloter votre activité. Donc un autre exemple sur la production et un autre sur l'aspect marketing et commercial. À noter qu'on peut avoir des actions qui peuvent ne pas avoir de coûts. Donc volontairement dans la version simplifiée, on mettra plutôt celles qui n'ont que des coûts, puisque justement ça nous permettra de passer à la modélisation financière. Mais si demain vous devez d'aventure lancer votre projet, il est bien de prévoir toutes les tâches, même celles qui ne vous prennent que du temps en interne pour vous-même notamment, de façon à pouvoir tout simplement rien oublier et être sûr d'être opérationnel, d'être complet pour votre lancement. On en arrive du coup à la modélisation financière. Donc il y a plusieurs questions à se poser à ce moment-là.
Ça peut paraître compliqué, mais en fait, si on déconstruit bien étape par étape, ça ne l'est pas tant que ça. Donc tout d'abord, première question, quel volume d'affaires au regard de mon modèle économique? Dit autrement, quel chiffre d'affaires je peux espérer faire compte tenu de mon business model? Donc là, notamment vis-à-vis de la monétisation de la proposition de valeur, est-ce que j'ai une monétisation qui est plutôt par exemple transactionnelle ou en revenu récurrent, qui va du coup me faire un volume d'affaires totalement différent? Par rapport au potentiel de marché, forcément, plus j'ai un gros potentiel, plus du coup j'ai un gain, enfin du moins un espoir de volume d'affaires important. Bien entendu, cela dépend aussi des actions marketing et commerciales que je vais mettre en place pour conquérir mon marché. Deuxième grande question, c'est quel besoin de financement pour mettre en œuvre le projet? Ça, très souvent, c'est négligé par les entrepreneurs. L'objectif étant justement de connaître dès le départ de combien j'ai besoin dans ma tirelire initiale pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir financer mon projet et surtout sa croissance. Et c'est là, ces étapes-là qu'on oublie très souvent. Donc en termes d'investissement, mais aussi en termes de charges, de besoins d'exploitation, on y reviendra dessus, en tout cas pour pas mal de projets. Et bien sûr, lié à ces besoins de financement, eh bien, en face, je vais avoir à disposition un mix de ressources, un mix de financement possible pour, du coup, démarrer mon projet et remplir ma tirelire. Ce qui nous arrivera à la question, quelle viabilité et performance financière je peux espérer sur ce projet, et donc pour pouvoir notamment attirer de nouvelles ressources. On a donc un certain nombre de paramètres, c'est pour ça qu'on parle de modélisation, puisque on peut faire varier ces paramètres, c'est là toute l'aventure, toute la joie et la beauté de l'aventure entrepreneuriale, c'est que justement on peut faire varier ces paramètres-là, et que si jamais on est bloqué, eh bien on peut retourner à la planche à dessin, en tout cas au démarrage, avant le démarrage en tout cas, pour pouvoir essayer d'améliorer la situation. Premier paramètre, c'est justement l'aspect du chiffre d'affaires prévisionnel. Là, peut-être plus difficile et une tâche à réaliser, qui est donc calculer sur un chiffre d'affaires prévisionnel. Ça fait un peu voyante avec sa boule de cristal. Donc, comment faire? Eh bien, avec une étude de marché pour essayer de comprendre quelle est la taille du marché, combien est-ce que je peux conquérir de clients, combien est-ce que je peux vendre, etc. Bien entendu, c'est lié aussi à mon plan d'action marketing. Si je sais que j'ai 10 commerciaux pour recruter 100 clients qui me rapportent 1000 euros, ça me donne un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc si demain je n'ai pas 10 commerciaux mais j'en ai 20, potentiellement mon chiffre d'affaires va doubler. L'étalonnage concurrentiel est aussi une très bonne méthode pour comparer par rapport à une activité similaire quel a été notamment le chiffre d'affaires au démarrage et quel a été le volume de croissance. Surtout quand on est dans des activités un petit peu nouvelles, c'est toujours compliqué à estimer son potentiel de croissance. Est-ce que je vais démarrer x2, x3, x4, etc. Donc, c'est important d'essayer de trouver ce type d'information. Et puis, bien sûr, une approche un peu plus gestionnaire liée au seuil de rentabilité, concrètement de combien de produits je dois vendre pour atteindre le seuil de rentabilité, notamment donc si vous êtes dans la production de produits ou dans la vente de produits physiques, combien vous devez vendre en quantité pour essayer d'être à l'équilibre. Ça permet d'avoir cette approche aussi, et des fois très rapide sur un coin de table, de se rendre compte si tout simplement c'est faisable. Personnellement, j'aime bien calculer ce seuil de rentabilité du coup en quantité et non pas en chiffre d'affaires pour me rendre compte si on a la capacité de faire cette quantité. Bien entendu, le CA prévisionnel, comme je vous le disais, c'est un paramètre très difficile à calculer. On sait très souvent que c'est des choses qui sont du coup totalement hypothétiques, qui ne se réaliseront pas. En plus, il y a tellement de facteurs externes. Néanmoins, et vous le verrez après, il faut essayer de s'en approcher le plus possible d'une réalité pour éviter tout simplement de se planter plus tard, de se bercer d'illusions avec un chiffre d'affaires en première année notamment qui serait superbement élevé et qui du coup nous laisse transparaître sur le papier une rentabilité géniale alors que ça ne sera pas le cas. Donc il vaut mieux être un petit peu plus dur, plus critique sur le chiffre d'affaires prévisionnel, être plus bas que prévu et avoir une belle surprise à l'arrivée que l'inverse. Ensuite, on va pouvoir paramétrer les charges, donc grâce notamment à tout le travail qu'on a fait sur les plans d'action, ça nous permettra donc de pouvoir savoir justement quelles sont les dépenses qu'on va avoir dans notre activité.
Donc là, tout ça, donc le chiffre d'affaires prévisionnel et les charges vont se retrouver dans un premier tableau qui est le compte de résultat, où on va donc enlever nos produits, le chiffre d'affaires, moins les charges pour obtenir le résultat et donc me donner l'indication si mon projet est rentable. Je reviendrai dessus dans quelques instants. On va pouvoir ensuite paramétrer les investissements. Donc les investissements, à la différence des charges, c'est qu'il y a quelque chose de durable. Il y a une notion de pérennité dans l'entreprise. On l'utilise pour plusieurs années. Comptablement, on estime que généralement, ce sont des dépenses au-dessus de 500 euros, mais surtout avec une vocation durable. Parce que vous pouvez très bien, par exemple, payer un avocat au départ pour une consultation pour la réalisation d'actes à plus de 500 euros et ça ne veut pas forcément dire que c'est un investissement. L'investissement, il y a vraiment une notion de durée de vie, d'utilisation sur le long terme et avec un gain accessoirement de production, de rentabilité, etc. Ça nous permet donc, grâce aux investissements, d'arriver au plan de financement, donc qui sont l'idée des flux de trésorerie, quelle génération et consommation de cash, donc de quoi ai-je besoin, ma consommation, notamment sur mes investissements, et ma génération, notamment liée à mon activité. On va pouvoir paramétrer les besoins d'exploitation, ce qu'on appelle le BFR, besoin en fonds de roulement. Donc c'est une dimension, c'est un indicateur qui permet de montrer en fait tout simplement de combien j'ai besoin littéralement de cash pour faire tourner la boutique de manière quasi quotidienne. Ça se retrouve essentiellement dans les activités de production et en B2B. Je reviendrai dessus. Des fois, on a des BFR qui sont plutôt avantageux, mais dans ce cas où vous vendez notamment à des professionnels et que vous avez des stocks, c'est très important de prendre en compte. Le risque, si vous ne le faites pas, c'est tout simplement de devoir sous-estimer votre besoin du coup en finance et de tout simplement, malgré avoir plein de commandes, pas les capacités d'acheter la matière première, les ressources pour pouvoir honorer vos commandes. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et on va pouvoir conclure avec donc le mix de ressources, comme je vous le disais juste avant. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on peut jouer. On n'est pas obligé de financer tous de la même manière nos entreprises. Donc ça fait partie de la dernière famille de paramètres sur lesquels jouer et qu'on retrouvera donc notamment dans le bilan, dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo pour gagner du temps et aller à l'essentiel, mais qui en gros c'est la structure financière de l'entreprise, quel actif, de quoi est-ce qu'elle dispose et quel passif, quelles sont ses dettes. Donc le chiffre d'affaires prévisionnel, je vous conseille de le faire soit par segment client ou par typologie de produit, de bien détailler le prix unitaire ou le prix unitaire moyen fois les quantités, notamment dans le tableau Excel je vous montrerai juste après, de façon à pouvoir justement, encore une fois, varier sur ce paramètre, puisque ça fait partie donc du premier paramètre que je vous ai présenté, et qui vous permettra donc de voir si par exemple j'augmente mon prix de vente, est-ce que je peux améliorer ma rentabilité? Ou admettons que j'arrive par un canal ou une technique marketing différente à vendre plus en quantité, pareil, ça me fera varier tout le reste. Deuxième famille, ce sont donc les charges associées au plan d'action, comme je vous l'ai dit. Alors, excusez-moi, j'ai oublié les charges associées au planning, au plan administration et gestion, mais il faut bien associer donc ces quatre types de plans d'action, arriver à identifier les charges qu'on va retrouver dans le compte de résultat, donc il y a la comptabilité générale, on va retrouver tout ce qui est consommation de marchandises, matières et fournitures, donc uniquement si vous êtes dans des produits, si vous êtes dans du service ou du bien numérique, ça ne rentre pas en compte. Tous les services extérieurs, donc tous ceux à qui vous faites appel pour vous aider dans votre activité, que ce soit des sous-traitants, que ce soit des transporteurs, des logiciels, de la communication, des comptables, des avocats, des banquiers, etc. Tous ces services que vous payez. Les charges de personnel, ce n'est pas des services extérieurs, elles sont bien en interne, donc c'est une autre typologie de charges. On va avoir bien sûr les impôts et taxes, et puis les autres charges d'exploitation. Je ne rentre pas trop dans le détail. Dans les plans d'action, donc on retrouve un certain nombre de charges. On va avoir ensuite tout ce qui est lié à l'investissement et on parlera de dotation aux amortissements. On en reparlera dans le fichier Excel. Et puis tout ce qui est lié à l'endettement, comment est-ce que je finance, et là on en reparlera dans le plan de financement. Ce qui est très traître sur quoi il faut faire attention dans ces moments-là, c'est que très souvent on a l'impression de mettre j'achète du matériel, j'achète des flyers, j'achète de la marchandise. À trois fois on dit achète, ce sont trois paramètres différents.
Dans le cas de l'achat du matériel, qui dit matériel dit durable, dit investissement. Ce n'est donc pas une charge en tant que telle, en tant que comptable. C'est bien un investissement. Quand j'achète de la matière première pour fabriquer mon produit, c'est un achat, c'est de la consommation de matière, c'est bien une information qui va rentrer quasiment en charge variable, qui va devenir du coup essentielle dans le calcul de ma marge. Et achat par exemple de flyers, achat de publicité, en réalité ce n'est pas de l'achat au sens consommation de matière, consommation de marchandises, mais bien c'est une charge liée à des services extérieurs, ce qu'on appelle des charges externes. Donc il faut faire attention aux dénominations. Le compte de résultat peut être présenté aussi sous forme de SIG, solde intermédiaire de gestion. Donc je vous parlais tout à l'heure de marge, donc on retrouve bien mon chiffre d'affaires moins le coût des produits vendus, donc ma matière première, ou si c'est de la revente, mes marchandises, qui me donne ma marge brute. C'est pour ça qu'il est important, comme je disais juste avant, de bien classifier les charges. Les frais généraux, ce qu'on appelle aussi donc les charges externes ou services extérieurs, qui sont retrouvés ici, qui nous donnent donc le BE, l'excédent brut d'exploitation. Littéralement, c'est un indicateur qui va nous dire combien est-ce que je peux générer de revenus, d'argent à travers mon activité. En sachant qu'on met aussi à ce moment-là, à frais généraux, les salaires également. On va enlever les amortissements donc liés à l'investissement, et j'en reparlerai tout à l'heure, donc qui va nous permettre là d'avoir une charge, enfin une ligne purement théorique, calculée, qui n'est pas la réalité de ma trésorerie, de ma tirelire, mais qui en gros me permet de lisser l'utilisation et le coût de mon investissement sur sa durée d'utilisation, qui me donne donc à la fin mon résultat d'exploitation, l'exploitation étant liée vraiment à mon activité économique. J'enlève tout ce qui est subvention, alors je rajoute tout ce qui est subvention et j'enlève tout ce qui est charges financières et autres activités exceptionnelles pour me donner mon résultat avant impôt. Je paye mon impôt et mon résultat net. Le besoin d'exploitation, je vous le disais, c'est donc lié vraiment à mon activité, de quoi j'ai besoin en termes d'argent pour pouvoir financer mon activité, notamment quand je suis dans du produit et du B2B. Pourquoi? Parce qu'on voit une première ligne qui sont mes stocks. Donc, de combien de stocks je dois disposer pour pouvoir assurer mon activité. Ce stock, bien entendu, il a un coût. Donc, il faut en gros chiffrer en valeur ici. C'est un calcul ici entre mon stock actuel, combien je suis en train de produire, etc. Mais en gros, mon stock moyen dont je dois disposer en valeur. Les créances clients, donc dans le cadre d'un B2B, vous devez savoir que les clients ne vous payent pas forcément tout de suite, ce qu'on appelle le crédit interentreprise. Ce sont des délais à négocier, ça peut être 30 jours, 45 jours, 60 jours qui est la limite que propose la loi, bien que nombre d'acteurs payent des fois à plus long terme. Ce qui veut dire qu'en fait, et vous voyez les dettes en dessous, donc les dettes que vous avez auprès de vos fournisseurs, admettons que nous sommes le 1er janvier, vous obtenez une commande de la part de vos clients, vous allez donc, mettons, taper dans vos stocks, mais ça ne suffit pas, il faut en plus racheter de la marchandise auprès de vos fournisseurs. Donc il vous faut déjà ce stock en ressources, il vous faut donc acheter de nouvelles marchandises. Bien sûr, vous avez vous-même un délai de paiement auprès de vos fournisseurs. Donc admettons que vous achetez au 5 janvier et vous êtes livré au 5 janvier, vous êtes facturé, vous ne payez finalement que 30 jours plus tard au 5 février. Mais vous avez livré votre client seulement le 10 janvier et lui vous paye à 10 jours plus tard, donc le 10 février. Donc vous devez payer votre fournisseur avant d'avoir encaissé votre client. Et c'est cette différence entre les deux, donc par le volume total d'activité, par les délais de paiement, que vous devez donc avoir ce besoin d'exploitation. J'insiste dans le cas du B2B parce que dans le B2C, votre client vous paye tout de suite. Il arrive donc que vous encaissez avant de payer vos fournisseurs. Et dans quel cas, vous avez une ressource en fonds de roulement. C'est un petit peu différent. En gros, ça vous permet d'avoir une sérénité un peu plus forte sur votre financement. C'est le cas notamment de la grande distribution où ils ont de tels volumes qu'ils ont plusieurs journées d'avance en fait sur leur trésorerie. Mais c'est assez spécifique. Donc voilà, si vous êtes dans les services, il n'y a pas réellement à tenir compte de tout ça. Le plan d'investissement, lui, va donc vous permettre
de lister, comme je vous disais, tous vos investissements. On parle d'immobilisation, c'est-à-dire que justement, ils ont une durabilité en fonction du type de produit plus ou moins longue. Je vous donne un exemple, un ordinateur, on va plutôt considérer 4 ans, un immeuble, on va plutôt considérer 15 ans, une voiture, 7 ans. Voilà, il y a des durées qui sont fixées en partie par la loi et les règles comptables. Et on va donc lister nos immobilisations brutes, c'est-à-dire la valeur d'achat en année 1, en année 2, en année 3, et diviser donc la valeur brute par la durée d'utilisation. On va donc lister ensuite nos amortissements cumulés, c'est-à-dire combien j'ai amorti. Donc mettons que j'ai 10 000 en année 1, j'amortis sur 5 ans, ça me fait 2 000 euros. Donc amortissement cumulé 2 000, immobilisation nette 8 000. En année 2, en brut, j'ai toujours 10 000, j'ai pas racheté. En dotation annuelle, donc 2 000 toujours, puisque pas de nouveaux amortissements. En cumulé, donc 2 plus 2, ça fait 4. Et en mobilisation nette, j'ai plus que 6 000. Et ainsi de suite. Mais de toute façon, je vous montrerai un exemple. Mon compte de résultat, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais je vous le mets un peu plus détaillé. Donc c'est mon produit d'exploitation moins mes charges d'exploitation qui me donnent mon EBE, moins mon dotation aux amortissements qu'on abrège DAP que j'ai montré juste avant, qui me donne mon résultat d'exploitation. Mes produits financiers, donc éventuellement des gains, des intérêts que j'aurai sur des placements, moins mes charges, notamment les intérêts sur les emprunts qui me donnent mon résultat financier. A plus B, donc résultat d'exploitation plus résultat financier, me donne mon résultat courant avant impôt. J'ai éventuellement des aspects exceptionnels. Je revends par exemple des immobilisations, j'ai des dépenses qui n'étaient pas du tout prévues, une amende, des choses comme ça, ce qui me donne mon résultat exceptionnel. Et donc A plus B plus C moins les impôts moins la participation des salariés égale mon résultat net comptable. Le plan de financement, donc c'est mes besoins de financement, mes investissements, ma variation du BFR, ma perte notamment au démarrage, si j'ai une capacité d'autofinancement négative, et je reviendrai dessus, mes remboursements des emprunts, les dividendes que je verse aux salariés. Tout ça, ce sont donc des besoins, c'est ce que je dois en gros financer. C'est ce qui sort de ma tirelire. Et puis j'ai des ressources, donc ma capacité d'autofinancement, si elle est positive, donc si elle est négative étant besoin, si elle est positive, c'est une ressource, c'est ce que j'ai gagné. L'augmentation du capital, c'est-à-dire l'apport des associés, des nouveaux emprunts, que ce soit bancaires notamment, ou d'autres types. Typiquement, emprunt, alors on parlera plutôt de compte courant d'associés, c'est-à-dire que c'est les associés qui prêtent de l'argent. À la différence du capital, le capital donne droit notamment donc à des actions, mais donc à du vote dans le conseil d'administration, mais qui donne aussi droit à des dividendes à la proportionnelle de vos actions. Mais ce n'est pas remboursable tel quel. Que le compte courant d'associé, c'est vraiment un emprunt de l'associé, enfin un emprunt de l'entreprise auprès de l'associé, et donc il est remboursable. Vous pouvez avoir des subventions, des aides remboursables, notamment dans certains organismes publics, et puis des cessions d'immobilisation, c'est-à-dire ce que vous avez vendu dans vos immobilisations, et tout ça rentre dans votre tirelire. Ce qui me permet d'avoir un flux de trésorerie, donc ma variation de CAF, enfin ma CAF si elle est positive ou négative, plus ou moins ma variation de BFR qui me donne mon flux de trésorerie d'exploitation. En gros, la CAF étant justement le résultat de mon activité, hors DAP qui est calculé, c'est vraiment ce que j'ai pu générer, soit en positif c'est un gain, soit en négatif c'est une perte. Ma variation de BFR, est-ce que celle-ci a augmenté? J'ai augmenté mon besoin de financement, donc du coup forcément c'est de la trésorerie en moins, ou à ce qu'à contrario ma variation est négative et dans quel cas j'ai moins besoin de trésorerie. Moins mes investissements, qui sont vraiment des dépenses, plus mes cessions, donc qui sont des gains sur mes investissements, qui me donnent mon flux de trésorerie d'investissement. Donc A plus B, c'est mon flux de trésorerie avant le choix de financement, combien il va donc sortir ou rentrer dans ma tirelire. Et donc je vais pouvoir financer soit par une augmentation de capital, soit par de nouvelles dettes. Forcément, il y a des sorties, mes remboursements de dettes, mes dividendes, les aides publiques qui rentrent, et puis donc le remboursement des aides, et ça me donne mon flux de trésorerie net, en gros, combien est rentré ou combien est sorti de ma tirelire. Sur la dette financière, attention, donc tout ce qui est emprunt bancaire, là je vous ai pris un exemple et vous avez un exemple d'échéancier sur ce lien.
Donc admettons que vous avez un emprunt de 10 000 euros sur 5 ans à un taux fixe de 2 ans. Vous avez un certain nombre d'échéances. Dans ces échéances, on parle de deux choses. D'une part, ce qu'on appelle le capital, donc c'est ici mentionné par remboursement, combien vous remboursez sur le montant du prêt, et puis les intérêts. Donc vous voyez, capital restant dû. Donc en fait, c'est les 10 000 moins les 1922. Vous avez donc une ligne remboursement qui, elle, va rentrer dans le plan de financement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant, le remboursement des aides. Donc c'est uniquement le montant du capital. Les intérêts, eux, ce sont des charges financières, donc ça rentre dans le compte de résultat. Et puis, comment financer tout ça? Eh bien, tout simplement en variant les ressources. Donc, selon votre phase, on va utiliser différents leviers de financement. On peut avoir tout ce qui est capital du créateur, donc l'apport des associés, les prêts d'honneur, réseau entreprendre, réseau initiative, qui peuvent vous faire des prêts à vous-même, donc à la personne, à des taux zéro, mais ce sont des prêts, donc remboursables. Le love money, donc l'argent des proches. Pensez à Jeff Bezos qui a dû emprunter 200 000 euros à ses beaux-parents, du moins ex-beaux-parents, pour créer donc Amazon. Le crowdfunding, qui peut être aussi une très bonne solution pour générer donc des préventes, générer des tests de marché. L'inconvénient, c'est le temps, c'est les ressources que ça prend. Des business angels, donc des personnes que vous ne connaissez pas forcément, qui vont investir dans votre entreprise, normalement plutôt en amont sur des montants entre 10 et 200 000 euros, qui vont bien sûr envisager un rendement, une forme de sortie à 3-5 ans assez élevé. Et puis les aides publiques, subventions et aides remboursables. On peut avoir le capital investissement, donc les fonds, les venture capital, les hedge funds, etc. Certains investissent très tôt dans la R&D, notamment sur des projets de très long terme, mais la plupart investiront plutôt au lancement, au démarrage d'une activité où il commence à y avoir un petit peu de chiffre d'affaires. Et puis les clients peuvent être aussi une forme d'investissement quand vous avez des préventes ou des choses comme ça. Puis arrivera donc la banque qui vont vous faire des prêts assez classiques. L'autofinancement, donc quand vous allez commencer à générer votre première signe de rentabilité, l'autofinancement permettra de financer, comme on l'a vu avec la CAF, du coup, votre activité. Et enfin, la bourse dans un plus long terme pour pouvoir financer à plus grande échelle votre activité. Je vous ai pris l'exemple d'Edovino, donc ma future ex-entreprise, pour vous parler un petit peu plus précisément de cas. Donc, je vous rappelle, je fais du vin personnalisé à travers des assemblages uniques et des logos sur l'étiquette. Deux marchés principaux, B2B, à travers le cadeau d'affaires et puis quelques prestations événementielles. Et puis le B2C via des coffrets cadeaux. J'ai donc trois offres principales. Mon coffret de vin sur mesure en B2C. J'ai des prestations événementielles avec un prix moyen de 450 euros. Et puis du vin personnalisé pour les entreprises à 11,25 € la bouteille. J'ai donc fixé mes hypothèses de vente, mon calcul de chiffre d'affaires prévisionnel, en partie lié à ma capacité de production et de distribution, lié à mon étalonnage concurrentiel, combien des acteurs un petit peu similaires avaient pu faire au démarrage, et puis bien sûr mon seuil de rentabilité. Donc je fixe, bien sûr, toutes ces données sont purement pédagogiques et transformées pour les besoins du cas. Donc j'ai fixé mon nombre de coffrets B2C, coffrets B2B sur mes 3 années, ici en quantité, et on verra dans le tableau Excel qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres. Mes charges variables, donc là j'ai pas de variation, je suis parti assez simple, mais j'aurais pu imaginer que j'ai une augmentation de mon coût de matière première par exemple, liée à une hausse du pétrole par exemple, etc. Mais donc ici j'estime que 31% de mon prix de vente c'est de la matière première sur mon B2C, 33% sur mon B2B, il y a une petite erreur. 11% sur les prestations événementielles, et puis le B2C, je paye des frais de livraison à hauteur de 22%. Pourquoi pas en B2B? Tout simplement parce que j'estime ici dans mes hypothèses, dans ma construction de mon offre, que mon transport est donc inclus dans mon prix de vente. C'est pour ça que je le matérialise ici, alors que sur le B2B, je fais de la refacturation du transport sans prendre spécialement de marge dessus. Mes plans d'action, donc tout d'abord conception, donc là je l'ai fait en version timeline pour qu'on visualise bien les grandes étapes. Voilà, au niveau des fournisseurs, et donc ça me donne le tableau suivant. On constate que j'ai des investissements qu'en première année.
Puis l'administration, donc voilà le détail, donc ma création juridique, comme je disais tout à l'heure, qu'une seule dépense au début. Ma comptabilité toutes les années avec une augmentation en 2021 liée à mon augmentation de chiffre d'affaires. Et puis mon logiciel de gestion qui lui est le même prix tous les ans. Au niveau de la production, j'ai du matériel, j'ai des embauches de salariés. Vous voyez qu'il est d'abord à mi-temps, puis temps plein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une dépense qui démarre en cours d'année et qui augmente en cours d'année. Et j'ai une deuxième embauche puisque j'ai eu une deuxième euh, ligne de production à investir en année 3. Et mon marketing, donc avec un certain nombre d'actions, bien entendu, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de marketing et de commercial à faire dans mon activité. Donc là, j'ai des dépenses en pourcentage de CA, j'ai des loyers tous les ans, j'ai des salons tous les ans, j'estime que c'est le même montant. Je fais une campagne de crowdfunding en année 2, j'ai des stagiaires, j'ai des alternants, puis je fais de l'embauche et on voit ici, donc j'ai une rémunération pour le commercial qui est donc pas très élevée, ça semble, parce qu'en fait, il ne démarre qu'en septembre et 5% de rémunération en plus, c'est une commission sur son chiffre d'affaires lié au pro. Mon besoin d'exploitation, donc je suis dans une activité de produit, ce qui fait que j'ai fixé, j'ai estimé, je passe le détail parce que ça sera encore trop long et pour être le sujet d'une vidéo complète, à 10% des consommations de matière, donc je dois avoir 10% de mon stock annuel en moyenne. J'estime que je paye mes fournisseurs à 30 jours et que mes clients, uniquement les ventes professionnelles bien entendu, me payent à 30 jours. Ce qui me permet donc d'arriver à mon fichier Excel de modélisation financière. On va retrouver ici du coup toutes les dépenses que vous avez vues dans mes plans d'action. Donc ici conception, on voit mon apport immatériel, donc ma fameuse web app qui est à 10 000 et non plus 300, mon coût de développement et le test de Vivatech. Vous voyez différentes couleurs ici, type de paramètres. Quand vous allez dessus, ce sont des listes déroulantes. Donc ça fait changer la couleur en fonction justement de la nature de charge. Donc ça, c'est la première étape à faire, c'est classifier toutes les dépenses que vous avez dans vos plans d'action. Retenez donc investissement, c'est plutôt des dépenses importantes et surtout des choses que je vais utiliser de manière régulière. Donc investissement, on parle de corporel, donc du matériel, des immeubles, des voitures, ou incorporel, tout ce qui va être technologie, brevets, etc. Ici, matériel et fournitures, c'est du petit matériel. Pour un test, c'est une seule fois, donc je le considère en charge externe. Il n'y a pas vraiment lieu de l'immobiliser, de le rendre, de le rendre en termes d'investissement. C'est une dépense ponctuelle pour un événement qui m'a servi de test. Pareil, là j'ai des équipements en première année, puis en troisième année. Donc en fait, je fais une première ligne de production, puis une deuxième ligne de production. Ça, c'est important de prévoir dans votre croissance quand est-ce que vous avez besoin de réinvestir, soit pour renouveler votre matériel, soit parce que votre croissance vous impose d'avoir plus de matériel. Typiquement, vous êtes une agence, vous avez 5 salariés, puis vous en embauchez 3 nouveaux, mais vous n'achetez pas d'ordinateur. Donc ça, c'est des choses importantes à prévoir. En jaune, on va avoir du coup tout ce qui est lié au salaire. Donc attention, c'est bien les salariés en interne. Si vous faites de la sous-traitance, par exemple, des freelances, ce sont des charges externes en vert et non en jaune. En rouge, j'ai mis achats de matière, donc c'est les consommations de matières premières. Encore une fois, si vous êtes dans le service, vous n'en avez pas forcément, pour ainsi dire très rarement, pareil dans tout ce qui va être numérique. Mais si vous êtes dans de la production, du commerce de produits, vous devez avoir du coup ce type d'achat de matière. Ici, j'ai bien séparé mes charges fixes, c'est-à-dire ce que je dois payer forcément, indépendamment de si je vends. Mon investissement, j'ai dû acheter ma machine, même si je ne vends pas. Mes salariés, je dois les payer, même si je ne vends pas. Par contre, mes charges variables, bien que j'ai du stock, on considère que je consomme davantage parce que j'ai vendu davantage. Pareil, j'ai une charge externe ici, mon transport, parce que je n'achète pas, je ne stocke pas du transport, je paye une prestation, c'est une prestation extérieure, donc c'est une charge extérieure. Par contre, je ne fais pas de transport si je ne vends pas. Donc c'est bien une charge variable. On va retrouver mes dépenses liées au marketing, donc avec un certain nombre de charges externes. Vous voyez ici par exemple mon 10% du CA, donc là j'ai pas, contrairement ici aux autres dépenses, reporté la valeur qu'on retrouve ici en haut,
mais j'ai calculé donc ici par un calcul automatique mon coefficient ici de 10% fois mes ventes de l'année 1 qu'on trouve ici en bas. Si admettons je dis que ce n'est pas 10% mais seulement 8%, je modifie ma valeur et tout mon calcul change automatiquement. Je retrouve mes salariés et de même façon, j'ai un pourcentage qui sont mes commissions de vente de mon commercial sur le chiffre d'affaires provisionnel. Donc j'ai mis 5%, on voit le montant. Sur, donc là, on reporte bien par rapport à mes ventes professionnelles uniquement, qu'on retrouve ici en année 3. Pourquoi ici x4 douzième? Parce que tout simplement, mon salarié démarre qu'au mois de septembre, donc 4 mois sur les 12 et non x 12. Si je décide de mieux rémunéré en commission, je peux mettre 7% et j'ai ma valeur qui augmente bien ici. Et enfin, mes frais de gestion, donc notamment ma création, les honoraires, les logiciels, et puis je peux décider par exemple de me mettre un salaire et puis éventuellement un office manager à temps partiel. On retrouve donc mes hypothèses de vente, donc sur mes 3 lignes d'offres, donc mon coffret B2C, pardon, que je vends en ligne à 82,50, mes prestations événementielles et mes ventes B2B. Ici mes quantités que j'ai estimées, que je peux faire varier, donc, et on verra par la suite, qui me donne donc ici mon chiffre d'affaires qui est donc calculé en fonction de ces 3 lignes de vente. Et on arrive donc au compte de résultats. Et c'est là la magie de cet outil et de toute la décomposition qu'on a fait avant, c'est qu'en fonction justement de la classification des charges que vous avez fait dans les différents plans d'action, que ça va donc se reporter automatiquement ici. Vous allez avoir donc votre chiffre d'affaires qui est listé juste au-dessus. Vous allez avoir votre calcul de marge brute qui se fait automatiquement. Vos achats qui vient donc cumuler toutes les lignes ici en verte, qui va vous donner également les charges de personnel en jaune. Donc si vous en enlevez ou vous rajoutez, ça changera. Votre calcul de BE, vos dotations aux amortissements qui lui donc vient récupérer en fait le total ici. Alors là, c'est à vous de le faire par contre, de lister les amortissements qu'on avait ici. Donc j'en ai 4, 2 en conception, 2 en production, que je retrouve ici. Donc là, je peux en rajouter, je peux en changer. Je reporte mon montant et je mets la durée d'amortissement. Combien de temps j'estime qu'il va me servir avant de devoir le renouveler, qu'il soit obsolète ou quoi que ce soit. Et le montant se calcule et se reporte dans le compte de résultat. Ça me permet de calculer mon résultat d'exploitation. Je vais retrouver mes charges financières liées à mon emprunt bancaire si j'en ai un, ce qui est le cas ici, et me donne donc mon résultat courant avant impôt, mon impôt à payer et mon résultat net. Alors là, c'est un petit peu faux, hein, c'est pas parce qu'on a un impôt courant, un impôt négatif que mon résultat net va diminuer, bien au contraire. Et puis en réalité, on a un report de déficit dans le calcul de l'impôt. Le tableau n'est pas suffisamment complexe pour calculer tout ça, peu importe, de toute façon, je vous reprendrai si besoin le détail et peut regarder vos tableaux si ça ne va pas. Et ça nous calcule la CAF étant en fait tout simplement mon compte de résultat net plus mes amortissements, puisque comme je l'ai expliqué avant, c'est une charge purement théorique qui a été calculée. Elle n'est pas correspondante à ce que j'ai réellement dépensé dans l'année, donc on vient la rajouter pour calculer ma CAF. Ce qui est intéressant dans cette situation, alors j'ai fait exprès de mettre ces chiffres-là, c'est de noter donc en première année que je fais des pertes. Ça, bon, bah, c'est assez évident, année de lancement, beaucoup de communication à faire, beaucoup d'investissements avant de rencontrer donc le marché des clients. Donc j'ai un résultat d'exploitation qui est ici négatif, un EBE déjà qui est négatif, ça veut dire que rien que dans mon activité principale économique, je perds de l'argent. En année 2, j'ai un EBE qui cette fois-ci est positif, donc mon activité d'exploitation directe était réellement favorable, j'ai généré de l'argent. Par contre, avec mes dotations aux amortissements, du coup, j'ai un résultat d'exploitation qui est négatif. Encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai réellement perdu de l'argent, puisque quand on rajoute les DAP, comme je vous disais, à mon résultat net, j'ai une CAF positive. J'ai donc bien généré de l'argent cette année, mais j'ai un résultat net négatif à cause de mes amortissements. Donc c'est purement théorique comme je vous disais.
Et en année 3, cette fois-ci, un EBE positif, un résultat d'exploitation positif, une CAF d'autant plus positive. Donc là, c'est le scénario idéal. On va trouver en dessous la politique financière, donc le plan de financement, donc notamment avec toute la partie besoin de financement. Donc on retrouve tous mes investissements qui eux aussi sont du coup ajoutés automatiquement par rapport à tout le calcul qu'on a pu faire avant dans les plans d'action. Donc je dois avoir des investissements de départ, puis-je des besoins générés par l'exploitation. Donc par exemple si j'ai une CAF négative, ce qui est le cas en année 1, j'ai perdu de l'argent, donc ça veut dire qu'il faut bien que j'ai une réserve au départ un peu plus importante. Ma variation de BFR, on voit ici le détail de mon calcul, donc mon stock de matière que j'ai estimé ici, cette fois-là, pour changer un petit peu à 90 jours de stock en moyenne par rapport à la valeur, et qui va se calculer donc automatiquement ici par rapport, donc 90 jours par rapport à G47, donc qui sont mon total d'achat par rapport à l'année. Et donc si je fais varier, ici c'est la beauté d'Excel, mon chiffre d'affaires, je vous donne ici, mettons je ne fais pas 500 mais je fais 2000 ventes, j'ai donc bien mon chiffre d'affaires qui bouge, mon achat de matière qui bouge, et mon stock moyen en valeur ici qui a bougé. Parce que j'ai paramétré ça par rapport à tout le reste. C'est bien une hypothèse, un paramètre. Mes créances clients, 30 jours. Si demain, je leur donne un délai de paiement plus important, 45 jours, on voit la valeur qui augmente et donc mon besoin en fonds de roulement qui augmente également. Par contre, si j'arrive à faire en sorte que mes dettes fournisseurs, je les paye à 45 jours au lieu de 30 jours, mon besoin en fonds de roulement diminue parce qu'en effet, je suis moins pressé pour payer mes fournisseurs. Donc ça va se retrouver ici. Attention, c'est bien la variation du BFR. Vous voyez ici en année 2, j'ai 12 000 alors que là, j'ai que 8 000 parce que c'est la variation, c'est l'augmentation de mon BFR que je dois financer en année 2 puis en année 3. Pareil, là, j'ai que 10 000 parce que je passe de 12 à 22 000. Puis tout ce qui est lié au choix de financement, donc comment j'ai fait financer mon entreprise. On va retrouver mes comptes courants d'associés, donc l'argent que j'ai prêté en tant qu'associé, mes emprunts notamment bancaires, avec ici les valeurs qui vont se reporter à partir du détail des emprunts que j'ai ici, et puis les aides remboursables éventuelles que j'aurai. Et on voit mon besoin de financement apparaître ici, donc on voit bien qu'en année 1, j'ai un besoin beaucoup plus important qu'en année 2. En année 3, le besoin remonte parce que mon BFR augmente plus vite et surtout parce que je réinvestis. En dessous va apparaître mes ressources ou mes sources de financement. Donc ma capacité d'autofinancement si j'ai généré d'argent. Ici 0 puisqu'elle est négative en année 1, donc ça devient un besoin. Par contre, elle est positive sur les 2 autres années, donc ça devient une ressource. Et puis tout ce qui est choix de financement, mon mix de ressources de financement. Donc au démarrage, je mets 36 000 euros de capital social, c'est de l'apport des salariés, des associés, pardon, qui vous permet donc de pouvoir disposer de ressources de départ. Puis, ça ne suffit pas, on considère qu'on fait des comptes courants d'associés, donc des prêts à l'entreprise en tant qu'associé. En réalité, ici, ce sont les prêts d'honneur qui sont matérialisés comme cela, puisque les prêts d'honneur doivent être remboursés. Donc, c'est l'entreprise qui rembourse l'associé qui a souscrit au prêt d'honneur. L'emprunt bancaire, en faisant donc apparaître, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une différence entre les intérêts ici, tout simplement parce que ces 3 600 euros d'intérêt, pour rappel, ce sont des charges financières, donc on va les retrouver dans mon compte de résultat ici même, et mon remboursement de capital, donc dans ma mensualité, je vais enlever mes intérêts et ça va être le remboursement de capital ici en année, en annuel, que je vais retrouver. Si je change du coup que je fais moins d'intérêt, admettons que c'est pas 3600 mais 3000 euros d'intérêt que je paye, forcément, mes charges financières vont diminuer et tout le reste va bouger aussi. Mes aides remboursables, j'en ai pas, et puis des subventions. Donc on voit ici, j'ai 172 000 de ressources en financement, 23 000 seulement en année 2, alors que j'ai un besoin à 24 000. Pareil en année 3, j'ai seulement 19 000 pour 36 000 de besoins. C'est pour ça que j'ai un financement initial plus important pour pouvoir assurer la pérennité sur les autres années et qu'on va retrouver du coup en bas en flux de trésorerie. Donc mes sources de financement que j'ai juste ici, mes besoins que j'ai ici. Et donc la différence entre les deux va me donner mon excédent s'il est positif, mon besoin s'il est négatif, l'idéal étant de ne pas être négatif parce que ça veut dire qu'il faut trouver d'autres moyens de financement.
apporter en plus, voire remettre au pot quand on est associé. On voit que même si j'ai un solde négatif dans l'année, puisque j'avais un report, j'avais un excédent encore de 109 000, eh bien, c'est pas grave, j'ai toujours encore de la trésorerie en fin d'année 3. Voilà pour cet outil. Comment, très important, rajouter des éléments. Donc, quand vous êtes dans votre tableau ici, vous devez faire attention à bien insérer des lignes plutôt au milieu. Vous faites tout simplement, vous sélectionnez une ligne comme ça et vous faites insérer ici de façon à rajouter, par exemple, admettons que vous avez transport B2C. On est B2B cette fois-ci, admettons, puisqu'on a déjà le B2C. On estime que c'est 10% du CA. Comme c'est du transport, c'est une charge externe. Et là, on va lui faire reporter, donc c'est 10% fois, donc là on est sur le B2B, fois le chiffre d'affaires, donc mon prix de vente du B2B de l'année 1. Et je peux éventuellement, non, il faut que je fige ma cellule, il veut pas, ben c'est pas grave, je vais faire manuellement, donc 10% de mon chiffre d'affaires B2B en année 2 et 10% de mon chiffre d'affaires B2B en année 3. Si vous avez trop de lignes que ce qui vous avez besoin, bah, tout simplement, vous faites supprimer. Voilà donc pour ces explications, beaucoup d'éléments, j'en conviens. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions supplémentaires. Prenez vraiment le temps de faire vos plans d'action étape par étape, de penser aux éventuels, comme ici, besoins de nouveaux investissements en année 2, en année 3 parce que vous avez de la croissance, de bien fixer vos paramètres de vente, de composition de prix, de bien fixer tout ce qui va être lié à votre acquisition client également, ne pas négliger les dépenses du coup en marketing pour être au plus proche en fait de la réalité. D'utiliser cet outil que je vais vous mettre à disposition donc avec un lien en description de la vidéo pour pouvoir essayer de jouer avec tous ces paramètres et d'obtenir du coup assez facilement les deux tableaux de base que sont le compte de résultat prévisionnel et le plan de financement. Surtout ne partez pas du principe que ce sont des chiffres et que c'est difficile, que c'est comptable et financier, que ce n'est pas votre métier. En réalité, il faut vraiment partir de cette vision ultra opérationnelle des plans d'action. Ça, c'est tout à fait dans vos cordes, ça fait partie de votre métier que de planifier des actions, un projet, de savoir à quel moment je dois faire quoi et combien ça me coûte. Et c'est en faisant ça, et deuxième étape, cette classification de la nature des dépenses entre investissement, charges externes, charges liées au salaire et charges qui sont des achats de matière, que ça vous permettra d'obtenir quasi automatiquement le compte de résultat et le plan de financement qui en fait dépendra surtout de vos choix ici de financement. Et là, bien sûr, c'est un choix, donc c'est purement, comment dirais-je, personnel, subjectif. Ça dépend de votre éthique. Il y a des projets dans lesquels vous n'avez pas envie de perdre le contrôle et vous n'allez pas faire appel, par exemple, à des levées de fonds et des investissements extérieurs. D'autres projets sur lesquels, par exemple, les subventions sont très nombreuses et sur lesquels il est donc plus facile d'en récolter. Donc c'est très personnel et en fait, c'est surtout cette zone ici où vous allez pouvoir faire varier les éléments et qui impliquera donc tout le reste. Voilà pour ce sujet. N'hésitez pas encore une fois à me solliciter. Et puis, je vous souhaite très bon courage dans cette modélisation financière de votre projet. À très bientôt.